vous êtes là, pile à l'heure pour le début de la vidéo. Bah forcément qu'ils sont à l'heure. C'est eux qui ont lancé la lecture de la vidéo. Rogneux, il a gâché mon intro. Oh là là, sois pas râleur. Et pourquoi pas après tout? C'est pas mal finalement pour une vidéo qui va parler de l'heure, d'être râleur. Partie 1, qu'est-ce qu'on attend du temps? Accrochez-vous, on va jouer à Mais pourquoi? Mais pourquoi? Un an dure 365 jours. Ça vient des astronomes égyptiens. Comment ils l'ont déduit? Ils ont regardé le ciel. En observant le ciel, ils ont déduit qu'une année, c'était environ 365 jours. Mais pourquoi? On a 12 mois. Ah bah là, ça vient du fait que nos lointains ancêtres ont observé les phases de la Lune. Et ces phases durent environ 29 jours et demi. Mais pourquoi? Une journée dure 24 heures. Pendant longtemps, le but c'était de synchroniser nos activités avec le rythme du soleil. Et là, vous allez être surpris, les cadrans solaires, ils ne montrent pas des heures, mais des divisions de la durée d'ensoleillement en 12 parts égales. Sauf que les journées, elles n'ont pas les mêmes temps d'ensoleillement. Du coup, sur un cadran solaire, 1 heure en hiver ne dure pas autant que 1 heure en été. En fait, on divise juste la journée en 12 parts égales, et puis la nuit en 12 parts égales. Et ainsi, on obtient des journées de 24 divisions. Oui, mais pourquoi 24? Car 24, c'est 12 plus 12. Oui, et tout nous vient des Babyloniens. Il y a 5000 ans, ils divisaient tout en des périodes de 12. Les 12 mois d'année, les 12 périodes de jour, les 12 divisions nocturnes. Et la durée des mois a aussi été déterminée comme cela. Certes, on l'a dit, les mois c'est la durée d'une phase lunaire. Mais c'est surtout la durée d'une année divisée par 12. Pourquoi 12 alors? Parce que nous, on compte avec nos doigts. 1, 2, 3, 4. Et donc, on fait des paquets de 10. Mais si au lieu de compter vos doigts, par exemple, vous comptiez vos ongles. Francis, ça revient au même, hein. On a 10 doigts ou 10 ongles. Ah oui, mauvais exemple. Mais comment comptaient les Babyloniens? Eux, ils comptaient les phalanges des 4 doigts et en utilisant le pouce. D'ailleurs, essayez. C'est pas si idiot et c'est plutôt facile à utiliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Les Égyptiens et les Grecs ont repris ce système de division en 12 et ont nommé chaque division les auras. Hourra! Aura, O-R-A. Et ce qui a donné après l'heure. Bon, après pendant longtemps, connaître les secondes et les minutes, ça ne servait à rien. De toute manière, les instruments, ils étaient pas assez précis. Les Babyloniens, eux, utilisaient une petite technique pour estimer le nombre de secondes qui se passent. Votre pouls, il bat à combien en moyenne? 60. Oh oh! Et vous avez combien de secondes en une minute? Je pense que vous avez compris. Si vous devez compter des secondes, mais sans aucun instrument, prenez votre pouls et comptez. Mais j'ai fait une autre découverte surprenante. Certes, on divisait les journées en 2 fois 12 heures. Le moment zéro, par contre, n'était pas forcément le même entre les civilisations. Je m'explique. Pour nous, la première heure de la journée, c'est après minuit. Eh bien, dans certaines civilisations, la première heure de la journée, c'est quand le soleil, il se lève. Les heures des messes, elles sont calquées sur ce système. Exemple, la prime, ça correspond à la première heure d'ensoleillement. Les sextes. Les sextes pour la 6e, et ainsi de suite. Ce système, on commence à compter les heures de la journée en regardant quand le soleil se lève. Bah, je trouve qu'il peut paraître surprenant. Ouais, mais imaginez sans Internet. Nous ne savons pas pour combien de temps ni pourquoi, car nous n'avons plus Internet. Comment être sûr que tout le monde commence à compter au même moment? À la rigueur, on peut commencer le décompte soit quand le soleil se lève, soit quand le soleil il est au plus haut dans le ciel. Au moins, on se met tous d'accord sur le début des décomptes. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'en Tanzanie ou au Kenya, par exemple, eux, ils commencent encore à compter à partir du moment du lever de soleil. Mais c'est pas si gênant pour eux. Comme ils sont proches de l'équateur, les durées d'ensoleillement, finalement, elles varient peu entre les saisons. Autrement dit, quand chez nous il est 6 heures du matin, pour eux, ils commencent à compter et donc c'est la première heure du jour. C'est marrant quand même. Mais est-ce que vous avez remarqué ce que je viens de dire? Les durées d'ensoleillement, finalement, elles varient peu entre les saisons. Vous savez sans doute qu'au pôle Nord et au pôle Sud, il y a 6 mois sur 12 où il y a une nuit complète, et après les 6 autres mois, bah c'est justement l'inverse. Et effectivement, plus on s'approche de l'équateur, moins la durée des journées, elle change en fonction des saisons.
Si vous voulez vous amuser, je vous mets un petit lien en description. Sur ce site, vous pouvez voir les variations des journées en fonction de votre latitude. C'est marrant. Partie 2. Et si on améliorait la méthode? Pendant longtemps, on n'avait pas besoin d'être précis sur l'heure de la journée. Mais s'il ne faisait pas beau, ça n'est même plus une histoire de précision. C'est que s'il n'y a plus le soleil, on pouvait même plus déterminer l'heure. C'est pour ça qu'en 1292, on développe les horloges. Dommage que ça ne soit pas fait 80 ans avant. Pourquoi? Car ça donnerait 1212. Ça serait pas mal. On n'arrête pas de parler de diviser tout en 12. Attends, ne sois pas trop exigeant. Car déjà, même si elles se développaient en 1292, elles étaient loin d'être fiables, ces horloges. Elles utilisaient le moment où le soleil était au plus haut dans le ciel pour resynchroniser. D'ailleurs, je voudrais vous parler d'une invention qui est ouf. Vas-y, on t'écoute. En 1786, à Paris, le duc d'Orléans fit installer un canon avec une loupe. Cette loupe était orientée de manière à allumer le canon dès que le soleil était au plus haut dans le ciel. Et la détonation, elle servait de référence pour l'heure jusqu'en 1826. Partie 3, un Big Bang dans nos besoins. Avec l'arrivée des transports en commun, le but c'est maintenant de synchroniser nos activités. Mais même au 19e siècle, ils utilisaient le soleil pour définir l'heure locale. Du coup, chaque ville avait une heure plus ou moins différente. Vous imaginez le bazar? Vous partez de Paris à 11h32. Et 2 heures plus tard, vous arrivez à Brest à 1h15. Puis de Brest, vous allez à Strasbourg. Eh bien, vous partez à 1h15 et 2 heures après, il est 4h. Piouf! Ça devait être un casse-tête les voyages à l'époque. Effectivement, mais ça devait être drôle. Alors attention, dans l'exemple que je viens de parler, les durées de 2 heures, elles sont fictives. Par contre, les décalages, eux, j'ai pris les vraies valeurs qui existaient à l'époque. Autre exemple drôle. Par exemple, en Allemagne, si vous lisiez les horaires annoncés, il fallait presque 1 heure de plus pour aller de Cologne à Berlin que de Berlin à Cologne. Heureusement que, pour simplifier les choses, les compagnies ferroviaires, elles se sont accordées sur l'heure de Paris. Pourquoi Paris? Car les compagnies ne donnaient qu'une seule heure quand elles faisaient un trajet. Elle indiquait l'heure du lieu du terminus. Et le terminus, c'est Paris. D'ailleurs, il y en a qui devaient être contents que l'heure de Paris soit l'heure officielle. Gustave Eiffel empêcha la destruction de la tour Eiffel en promettant de diffuser l'heure officielle à partir de sa tour. Pourtant, vous allez me dire que depuis 1884, l'heure officielle, c'est le méridien de Greenwich. Oui, sauf que la France, elle a tardé pour reconnaître cette heure comme l'heure officielle. Il a fallu attendre 1911 pour accorder l'heure de la France avec le méridien de Greenwich. Un truc assez marrant. C'est à cause des chemins de fer qu'on a eu besoin de synchroniser nos heures. Mais c'est aussi grâce à eux qu'on a pu commencer à le faire. Comment savoir à 12h ici qu'il est 12h à Paris? On a besoin de diffuser l'information. Et c'est ainsi que le chemin de fer transportait l'heure officielle. Notez que le télégraphe, lui, il a permis encore plus de diffuser cette information, et de manière beaucoup plus rapide. Finalement, le transport ferroviaire a permis de synchroniser l'heure à presque l'heure officielle. Pourquoi presque? L'heure dans les gares, qui servait de référence, elle avait 5 minutes de retard sur l'heure officielle. Comme ça, les retardataires qui arrivaient avec 5 minutes de retard, eh bien finalement, ils étaient pile à l'heure. Et concernant l'heure d'été, contrairement à ce que je croyais, ça va pas être la première fois qu'on va la supprimer. Mise en place en 1917 pour notamment faire des économies électriques, en période de guerre, c'est pas mal. Supprimée en 1940, puis remise en 1976 pour faire des économies, de nouveau. Faut dire que après la crise des chocs pétroliers, les économies, c'est pas mal. Mais maintenant, parlons de la modification de l'heure elle-même. Avant, on l'a dit, on divisait les journées en 24 parts, et ensuite on divisait les heures pour obtenir les minutes, et ensuite les secondes. Mais maintenant, la valeur de référence, c'est la seconde. Et on fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on multiplie les secondes pour obtenir les minutes, qui après on multiplie les minutes pour obtenir les heures. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi ce changement de définition? Car avant on obtenait les heures grâce à des observations, alors que maintenant, les secondes, ce n'est pas grâce à des observations. En effet, on définit la seconde grâce à les propriétés de la matière. Attention, définition officielle. La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre le niveau hyper fin de l'état fondamental de l'atome de césium 133.
Un élément suspect a été détecté. J'ai pas tout compris. Moi non plus, mais on va le dire autrement. Où que vous soyez, même sur une autre planète par exemple, cette propriété ne changera pas. Et donc on aura toujours la même seconde. Et pour uniformiser le tout, on a les fuseaux horaires. On a divisé la surface du globe en plusieurs parts égales. Et à votre avis, on a fait combien de parts? Oh, je sais, 24. Exactement. Et dire que tout ça, ça vient du nombre de phalanges. Par contre, on n'a pas parlé d'un truc. Pourquoi les semaines durent-elles 7 jours? Là, je suis sûr que vous avez la réponse. La religion, non? Bravo. C'est aussi ce que je croyais. Mais en fait, non. Non, car les Égyptiens, ils n'étaient pas chrétiens. Et pourtant, ils avaient aussi des semaines de 7 jours. Et là encore, ça vient en fait de l'observation des astres. Dans le ciel, grâce à leurs outils, ils arrivaient à observer la Lune et le Soleil, ça c'est évident, mais 5 autres planètes. Et c'est ainsi qu'ils déterminaient des semaines de 7 jours. Et les Romains nommèrent les jours de la semaine en fonction de ces planètes. Le lundi pour Lune, le mardi pour Mars, le mercredi en hommage à Mercure, le jeudi à Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne, et dimanche le Soleil. Et ce qui est drôle, c'est que s'ils avaient eu des moyens plus performants, ils auraient pu voir 3 autres planètes. Et donc, on aurait eu des semaines de 10 jours. Remarquez, petite anecdote. À la Révolution française, le nouveau calendrier comportait justement des semaines de 10 jours. Comme quoi, on a bien eu, nous, des semaines en France de 10 jours. Partie 4, un Big Bang dans notre conception. Jusqu'alors, on considérait que le temps, finalement, il s'écoulait partout de la même manière. Sauf qu'arrivent les théories d'Einstein. Alors là, illustrons. Allez, ok les gars, moi je reste là, mais vous revenez dans 10 minutes. Toi, moi, tu pars en vélo. D'accord. Et toi, moi, tu pars en marchant. Bon, ça fait 10 minutes quand même. Ils sont où? Ah bah quand même, t'as 2 minutes de retard. Mais non, à ma montre, ça fait pile 10 minutes. Et alors, à lui, tu lui dis rien? Dis donc, toi t'es très en retard quand même. Mais je suis pas en retard. Regardez ma montre, ça fait pile 10 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus vous vous déplacez vite, plus votre horloge personnelle, eh bien cette horloge se désynchronise. Et cette horloge personnelle, c'est ce qu'on appelle votre temps propre. Bon attention, dans mon exemple c'est du fictif. On ne peut pas voir de différence aussi nettement à cette vitesse-là. Mais l'idée y est. Bon, mais est-ce que cette idée elle se vérifie? Oui, ça se vérifie. Une expérience a été faite. Des horloges atomiques synchronisées furent embarquées dans 2 avions. Les 2 avions firent 2 fois le tour de la Terre, et une fois qu'on a réuni les 2 horloges, effectivement, elles étaient bien désynchronisées. Mais revenons à notre échelle. J'ai fait cette vidéo car le 29 mars 2021, ce sera la dernière fois qu'on changera d'heure. Enfin, peut-être jusqu'à une nouvelle crise économique. Qui sait? Au fait, j'aimerais vous poser une petite question. Expliquez-moi, c'est quoi le temps? Allez-y, j'attends, essayez de donner une définition. On a tous l'impression de le connaître, mais on n'arrive pas à le définir. Et si finalement, le temps n'existait pas? Mais n'était qu'une illusion d'une dimension qu'on ne perçoit pas. Attends, le temps ne s'écoule pas? J'espère que j'ai piqué votre curiosité. Et je vous conseille la vidéo de Syllabus sur ce sujet. Ce sera peut-être l'objet d'une deuxième vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé.